Oui, alors bonjour. Je souhaite la bienvenue aujourd'hui donc à l'ensemble des participants à ce webinaire. Ce webinaire donc qui va vous permettre d'avoir une conférence de Philippe Suarez Salgado. Qui est un postdoctorant à l'Institut universitaire sur les dépendances, qui va mener un projet sur la question des femmes qui rapportent avoir contrevenu à la loi, des femmes qui ont par ailleurs une consommation problématique de substances psychoactives et qui sont en situation de précarité. Donc, c'est dans le cadre du projet Gender Art, puis il va vraiment approfondir l'expérience de ces femmes-là. Et puis, dans le cadre du webinaire aujourd'hui, il va nous livrer des analyses qu'il a fait dans le cadre de ses études doctorales. Philippe a fait un doctorat en psychologie à l'Université de São Paulo au Brésil. Et puis, voilà, il aborde son postdoctorat depuis le mois d'avril ici au Québec et ça me fait vraiment plaisir de lui céder la parole pour qu'il nous aborde donc ces résultats-là. Ça s'intitule sa présentation des jeunes femmes qui contreviennent à la loi, profils comportementaux et consommation de substances psychoactives. Donc, ça porte sur un échantillon d'étudiantes brésiliennes. Il vous en dira davantage. Alors, bienvenue à l'ensemble des participants. On va avoir environ 40 minutes de présentation pour préserver un temps d'échange et de discussion avec la salle. Vous n'hésitez pas au fil de la présentation. Vous pouvez aussi poser des questions ou commenter. Et puis, on aura l'occasion de prendre la parole aussi lors de la période d'échange à la suite. Alors, sans plus tarder, Philippe Suarez Salgado, bienvenue. C'est à toi la parole. Allô, merci. Merci, Karine, pour la présentation. Je suis heureuse d'être là, de partager un peu des expériences avec la recherche brésilienne ici au Québec. Alors, je vais juste mettre sur l'écran. OK. Est-ce qu'il est là? Tout le monde peut voir la présentation? Je crois que oui. Oui. Oui, alors, oui. Très bien. Alors, OK. Alors, je fais un doctorat en psychologie à l'Université de São Paulo, au Brésil, avec les jeunes femmes. Ce sont des adolescentes, les filles qui ont rapporté des comportements de contravention à la loi, qui rapportaient ça ou pas, mais on va voir. Et je vais ici juste montrer le plan de présentation, juste pour organiser la présentation. Je vais faire une mise en contexte. Je vais montrer aussi la question de recherche originaux, les questions de recherche originaux de doctorat. Et après, je vais mettre en lumière par rapport au comportement criminel et aussi quelques données que j'ai par rapport à la dépendance, la consommation. Je vais après ça montrer les méthodes que j'ai utilisées, des principaux résultats parce qu'il y a beaucoup. Et on va faire une petite discussion, conclusion. Et après ça, je vais faire une liaison avec mon projet de doctorat ici au Québec. Et après ça, on pourrait faire des discussions, des réflexions par rapport à ça. Alors, tout a commencé à l'Université de São Paulo avec un article de Nadine Lanto et Marc Leblanc. C'était un article en anglais qui s'appelle Explaining Deviance by Adolescent Females. C'était le premier contact que j'ai eu avec le Québec en 2014, je crois, au début de mon doctorat. Alors, c'est un doctorat fait au Brésil, mais il y a déjà, depuis beaucoup d'années, une relation avec le Québec. On a utilisé le rapport théorique ou plusieurs variables que Lanto et Leblanc on a discuté spécifiquement pour les comportements délictuels, délictifs, criminels chez filles. Et c'est ça. Ici, c'est juste une présentation pour montrer que quand on regarde la littérature, spécifiquement des filles qui ont des comportements criminels, on va voir, il y a un mot ici en portugais, mais c'est maltraitance. On va voir qu'il y a une présence importante des expériences de maltraitance, une relation que les femmes manquent de relations avec les liens d'intimité avec les autres. Ça manque dans l'histoire de ces
ces femmes-là, surtout dans les groupes de femmes qui sont plus engagées au comportement criminel. Et ça va toucher la construction d'identité. Alors, c'est la construction de self en anglais. Et ça va, tout ensemble, va être lié au type spécifique de stratégie d'adaptation illégitime. Ça va dire, en anglais, c'était criminal coping, c'est une définition de Robert Agnew, de la criminologie américaine. Et comme ça, on va voir que beaucoup de comportements qu'on considère de contravention à la loi ou de consommation vont être liés à ce type d'expérience de maltraitance, de relations d'intimité qu'il n'y a pas dans la vie de cette fille-là, et aussi une façon de gérer toute cette tension qu'il y a dans ces expériences de vie. Alors, au fond, on a des comportements criminels et aussi les comportements de consommation. Alors, c'est-à-dire, juste pour faire un petit résumé, des émotions, des relations intimes, les concepts de soi, l'estime de soi, les croyances concernant les rôles de genre dans la modulation du comportement et de la personne, de la fille, sont des mots peut-être plus importants quand on regarde ce type de comportement sur le type de genre. Alors, juste pour vous donner un exemple, ici, à droite, on a comme des facteurs de risque traditionnels dans la littérature de la criminologie. La criminologie était quand même elle a une trajectoire de construction de théories, de tout ça, avec beaucoup d'échantillons de gars, pas exactement des filles. On va avoir un changement de tout ça après, peut-être aux années de 1990, quelque chose comme ça. Mais on a des facteurs de risque qui sont plus liés aux hommes, mais les femmes ont aussi ce type de choses. Par exemple, la présence de pères antisociaux, les pères qui aussi vont avoir des comportements criminels. La possibilité de commettre un crime, la disponibilité de situations humiliées, par exemple, dans la rue, dans la famille, la présence de croyances criminelles, l'utilisation de drogues, les problèmes avec l'école, c'est un autre mot en portugais, pardon, et les contacts avec la justice sont traditionnellement les facteurs de risque liés au comportement infrationnel, des infractions de loi chez les gars. Mais aussi, quand on regarde tous les tableaux, on va voir qu'ils sont présents aussi dans la trajectoire des filles. Mais aussi, il y a une différenciation. On a beaucoup de littérature qui montre la liaison avec l'abus, la négligence et les conflits familiaux. Alors, c'est-à-dire que sont des problèmes qu'elles ont dans le contexte des relations intimes, toutefois. Aussi, de littérature qui montre la relation des relationnements amoureux avec les hommes plus âgés. Et aussi, on pourrait penser ça comme une façon aussi de rentrer dans ce monde de la criminalité à côté de cet homme-là. Et aussi, quand on regarde spécifiquement l'expérience des abus sexuels, des abus physiques, on regarde une augmentation des activités criminelles et aussi une augmentation de la consommation. Alors, l'expérience avec la criminalité et la consommation va être très attachée avec l'expérience d'être une fille, une femme dans la vie. Okay. Je commençais toute ma trajectoire de recherche par rapport à cette thématique-là en regardant des statistiques liées à la criminalité féminine adulte. Je mets ici juste comme exemple une statistique, la dernière statistique qu'on a au Brésil, qui va dire que 5% de femmes parmi les personnes incarcérées, sont 100% de femmes parmi les personnes incarcérées. C'est la minorité, si on pourrait dire. Au Québec, je compare un pays, Brésil, avec une province, mais c'est juste pour faire une comparaison. On a 10% de femmes parmi les personnes incarcérées. Je pourrais mettre ici d'autres pays, par exemple Chili, Argentine, peut-être des pays en Europe. Ça va être la même pattern de toute façon.
une minorité de femmes, la majorité des hommes, mais la différence, c'est qu'il y a une augmentation des incarcérations. Par exemple, au Brésil, on a une tâche de 567% d'augmentation pendant les dernières années. Ici, au Québec, j'ai trouvé cette information. Quand on compare 2016, 2006, 2016, on a 8%, après ça 10%. Et c'était de toute façon un pattern qui m'a fait regarder ça avec un peu plus de détails. Au Brésil, on a presque 80% des arrêts de femmes liées au emprisonnement provisoire et au régime fermé. Il y a un descompasse, une différenciation par rapport aux autres types de façons d'être arrêtées. Alors, la discussion qu'on fait au Brésil, c'est que les femmes, quand elles trouvent une personne de la justice, quand elle a un problème avec le système de justice, elle va avoir des problèmes plus la pénalité va être un peu plus dure pour les femmes. Et ça aussi, il y a une relation avec les jeunes parce que si les hommes commettent quelque chose, si les hommes font quelque chose, ça on attend. On est déjà habitué avec ça, mais les femmes non. Alors, elle va avoir comme une double victimisation dans ce moment. Et au Brésil, il y a une caractéristique spécifique que 60% des arrêts sont arrêts pour faire du trafic. Alors, c'est une liaison très spécifique avec la drogue de façon générale. Et aussi, j'ai trouvé, quand j'étais au début de mes études, cette trajectoire-là, qui s'appelle trajectoire de début tardif, de Leigh Donset, de Silverstone et Brick, qui va montrer que la manifestation de comportements sociaux en général et des criminels aussi va être tardive et persistante dans la vie de cette femme-là. Alors, tout va commencer pendant l'adolescence et on va avoir un cumul de problèmes dans la vie adulte, des femmes adultes après ça. Alors, je voulais dans ce moment regarder les expériences des adolescentes. Par rapport aux données spécifiques de délinquance juvénile chez les adolescents au Brésil, on trouve le même pattern des adultes. Les adolescents judiciarisés représentent comme 10% de toute la justice brésilienne, mais aussi on a une augmentation. Par exemple, entre 2014 et 2016, le nombre d'adolescents qui ont été judicialisés a augmenté 16 fois. Alors, c'est une chose importante que je voulais savoir pourquoi ça marche, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette fille-là, qu'elle va contourner les rôles attendus de genre et s'impliquer dans les crimes. De façon générale, les crimes sont pour les hommes. Alors, qu'est-ce qui arrivait dans ce moment-là? J'utilisais aussi pour penser comment les filles gérer tout ça émotionnellement en termes de comportement de processus cognitifs. Et j'ai utilisé aussi le modèle général de l'attention, Diagnose, qui va dire que quand la femme, dans la vie de cette femme-là, beaucoup de facteurs de risque, beaucoup de problèmes, elle va se sentir tensionnée à résoudre ça d'une façon illégitime. C'est ça le rationnel qu'on utilisait. Alors, j'avais dans ces moments-là, dans mon doctorat, des questions de recherche. Je voulais caractériser les adolescents de la population en ce qui concerne la manifestation de comportements antisociaux, les divergents et les criminels. Je vais les définir tantôt, après ça. Et je voulais caractériser, je voulais aussi savoir combien des adolescents ont signalé des comportements antisociaux, comment se répartissaient ces différents comportements dans l'échantillon, quelles sont les différences identifiées entre les filles dans les différentes écoles publiques, écoles privées, parce qu'au Brésil, on a une différence très, très marquée de la population qui fréquente l'école publique et privée par rapport aux niveaux socio-économiques. Et quelles sont les variables psychologiques et sociales qui distinguent des sous-groupes
aussi regarder regard des niveaux d'engagement, quels sont les sous-groupes des échantillons qui s'engagent dans un comportement social. Alors, je vais montrer un peu de résultats et je vais poser 3 questions pour la présentation pour mettre en lumière un peu plus spécifique au sujet d'intérêt ici, au Institut universitaire et aussi avec des intérêts que tout le monde qui sont ici, je crois, qui ont. Alors, je vais montrer quels sont les profils qu'on a trouvés. On a trouvé 4 profils. Faire une liaison quelle est la liaison qu'il y a avec la consommation de substances et le niveau d'engagement délictueux et comment tout ça pourrait aider l'amélioration de l'intervention indépendante de toute façon. Alors, pour la méthode, j'ai utilisé 3 outils de recherche. C'était un questionnaire sur les comportements des adolescents, un questionnaire de délinquance auto-révélée, auto-rapporté, qu'il y aura plusieurs variables traditionnelles de la criminologie. J'ai utilisé aussi un questionnaire sociodémographique padronisé au Brasil qui s'appelle Critério Brasil, qu'on utilise de façon générale pour caractériser l'échantillon et faire aussi une comparaison avec le Brésil comme un pays de toute façon. Et aussi les questionnaires de trauma, de maltraitance, le Childhood Trauma Questionnaire, de la version brésilienne aussi. Parce que la littérature a montré que l'expérience des filles qui ont des comportements antisociaux ont beaucoup des expériences de maltraitance. Ici, c'est juste pour montrer de façon générale qu'elle était, parce qu'on avait plusieurs questions par rapport à chaque type différente des variables qui sont dans la théorie de Marc Lebon et Lanto aussi. On a fait des questions par rapport à tout ça. Alors, par rapport aux comportements sociaux, on a considéré 2 types différents. Un type que je considérais les conduites déviantes. Ça va dire des conduites désapprouvées pour ces phases, pour cette période de développement des filles. Nuisibles au développement, on a fait une liste de 11 conduites et après ça, des conduites délictueuses. Ça va dire qu'elles sont aussi désapprouvées, mais elles sont de nature un peu plus grave et sont illégales si on compare avec le système pénal brésilien. Sont des comportements qui sont problématiques au niveau de la justice et sont passifs de sanctions légales. Alors, c'est juste pour montrer de façon générale les conduites déviantes. On a utilisé quand la fille manque beaucoup l'école, les consommations de bière, les boissons alcoolisées, destillées, un peu plus fortes, la consommation de cannabis, la consommation de drogues illégales, la conduite sans permis de conduire, s'impliquer dans un combat physique au milieu de la famille et aussi dehors de la famille, comme dans la rue, des comportements de fugue de la maison et dormir dans un endroit inconnu sans autorisation parentale et aussi mentir pour la famille. Et pour les conduites délictuelles, on a utilisé les méfaits publics, les vols, l'étalage, voire vol à l'intérieur du véhicule, la réception au recel, je ne sais pas quel est le meilleur mot ici, les vols de véhicules, la maltraitance des animaux, le trafic de drogue, les bagarres, les briques dans le contexte de la rue, avec plusieurs personnes, comme un groupe de pairs. Les vols, la tentative de mort, les vols, voler une personne et blesser, et la blessure corporelle. Alors, juste pour montrer l'analyse de données, on a utilisé la stratégie d'analyse de regroupement, cluster analysis, et on a utilisé peut-être les 3 plus significatifs paramètres pour faire le plus significatif dans la criminologie, pour faire cette différenciation de groupes-là. Alors, c'est-à-dire la diversité de comportements sociaux, le nombre de comportements sociaux distincts accomplis dans la vie,
la fréquence totale, alors c'est-à-dire le nombre total de comportements antisociaux dans les dernières années, et la précocité, alors l'âge d'apparition du premier comportement social. Il s'agissait d'une recherche, elle n'était pas une recherche longitudinale, mais on avait quelques outils pour faire une comparaison du développement de ce type de comportement dans l'échantillon, parce qu'on a demandé quand est-ce que tu as déjà volé, pas exactement comme ça, mais on pourrait, à quel âge avez-vous, et après ça, on pourrait mettre ça, faire une trajectoire de toute façon. On a fait des analyses descriptives, l'analyse de regroupement, et après ça, la comparaison des groupes. Alors, les participants, l'échantillon est composé de 1174 étudiants âgés de 11 à 18 ans, âge moyen 14 ans, 38% dans les écoles privées et 61% dans les écoles publiques. Presque 8% ont travaillé en parallèle avec les études. C'est une réalité au Brésil significative. 41% sont dans une relation amoureuse. L'âge moyen du partenaire est de 7 ans, c'est-à-dire qu'il est un peu plus âgé quand on compare avec les filles, pardon. Les parents ont fait des études primaires et secondaires et moins d'un tiers est allé à l'université. On a mené cette recherche-là à 2 États brésiliens, il s'agit de São Paulo et Minas Gerais. Et la distribution d'échantillons est comme on a des représentations de toutes les classes socio-économiques brésiliennes. Alors, il y a quelques possibilités de faire une généralisation pour le Brésil, plus ou moins. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé par rapport aux comportements plus fréquents dans l'échantillon général? Ici, c'est avant de faire la division de sous-groupes. On a trouvé presque 80% de comportements antisociaux auto-rapportés, presque 80% déviants et presque 30% de délits. La consommation d'alcool, sécher l'école et s'impliquer dans un combat physique au milieu de la famille, c'était les 3 plus fréquents comportements déviants. Et les plus fréquents délits étaient les vols à l'étalage, les méfaits publics et la bagarre. Par rapport spécifique aux données de consommation dans l'échantillon, on a trouvé presque 64% des filles qui ont rapporté la consommation d'alcool, 60% de bière, presque 50% de boissons destillées. La cannabis était comme presque 12% et l'autre drogue presque 8%. L'âge moyen de la première expérience avec l'alcool et la drogue, de façon générale, était de 14 ans. La consommation accompagnée des pères et de la famille. Alors, il y a eu des fois une indication des filles qui elles consommaient de l'alcool, par exemple, avec son père, avec sa mère, au milieu festif de la famille. D'autres drogues, c'est-à-dire on a trouvé, les plus fréquentes, c'était le narguilé, la cocaïne, les hashish, l'ecstasy, les LSD, les lance-parfum, l'horloge. Je ne sais pas si ici on a peut-être une drogue pareille, mais c'est un mélange parfumé, c'est une drogue de solvante qu'on utilise le chloroforme et éther pour inhaler. Alors, pour faire la caractérisation des profils, de différents profils, d'un total de 1174 adolescentes, on a trouvé 4 profils et je donnais les noms en utilisant la littérature et aussi les données qu'on a trouvées pour ces 4 profils-là. Alors, le profil 1, ça va dire des adolescents prosociales, qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes, qui marchent de façon normale dans la vie normale, de façon qu'on attend qu'elle marche. Ça va dire, alors c'est 21% de l'échantillon. Les profils 2, on a trouvé
c'est presque 60% de l'échantillon. Il s'agit des adolescents divergents qui ont des comportements divergents, mais ils sont limités à l'adolescence. Et les profils 3 des adolescents délinquants, 20% de l'échantillon, et les adolescents violents persistants, les profils plus graves, c'est les profils 4, 2% de l'échantillon. Je vais juste regarder le reste. Alors, juste pour donner une idée générale, les profils 1, on a une routine organisée. Les filles ont l'âge moyen de 13 ans. Elles ont un fort attachement à l'école, les croyances positives avec l'école. Bon, de toute façon, les données qui sont en gras sont les plus significatives statistiquement. Alors, il y a peu de conflits familiaux, bon attachement avec la famille, une bonne régulation émotionnelle. Ça veut dire que c'est un groupe de filles qui sont prosociales, sans présence de plus grand risque. On pourrait considérer ça comme les groupes contrôle. Les groupes 2, les adolescents divergents, limités à l'adolescence, on a une augmentation de l'âge, une routine un peu désorganisée, mais pas exactement beaucoup. On a déjà des filles qui ont des enfants, des expériences d'être mère. Il y a quelques conflits familiaux. L'attachement est notablement inférieur au groupe 1, mais il y a l'attachement de toute façon. On commence à voir ici la maltraitance, la violence physique, l'abus physique présente d'une façon importante. C'est-à-dire, si je pourrais dire, ce groupe-là, c'est un groupe à risque psychosocial, peut-être qu'il y a de précarité sociale dans ce groupe-là. Il est de toute façon composé de filles dans une classe socio-économique un peu plus bas. Alors, on regarde qu'il y a quelques stratégies de faire l'éducation des filles. Les parents utilisent la violence comme forme de faire l'éducation. Les groupes 3 et les 4 sont les plus engagés avec le comportement criminel spécifiquement, mais de toute façon, plus engagés avec le comportement social. Et ici, la différence, qu'est-ce qui est plus caractéristique de ces groupes-là, c'est la consommation de drogue, notamment supérieure des autres groupes. Il y a une difficulté d'autorégulation des émotions, une image de soi négative. On a des attitudes de violence, alors c'est des croyances, c'est-à-dire penser que la violence est une façon de résoudre les problèmes de la vie. Les stratégies d'adaptation illégales et légitimes sont utilisées comme forme de résoudre les problèmes. La famille, il y a plusieurs problèmes, forts conflits familiaux. L'abus et la négligence psychologique est forte, est grave, est modéré, pas grave. Il y a les deux types de données. L'abus sexuel et l'abus physique est présent. Ce groupe-là, c'est le groupe qu'on a pensé que c'était un groupe qui a plusieurs problèmes dans la vie et aussi utilise la consommation comme moyen de faire face à la tension. Des fois, la consommation, des fois, une façon de faire mal à elle-même, pas pour les autres, c'est une caractéristique de genre, et des fois aussi les comportements criminels. La différence pour ce groupe, le groupe 4, c'est l'aggravation de la violence. C'est presque toute la même chose que le groupe 3, sauf qu'il y a plus de problèmes avec la famille. La famille a des antécédents criminels, judiciaires aussi. L'image de soi négative, notamment supérieure que P1, P2 et P3. Forte difficulté d'autorégulation des émotions. Aucune liaison avec l'école. Alors, c'est-à-dire, c'est un groupe d'engagement criminel persistant qui pourrait aussi se développer en criminalité quand la fille est adulte. E cúmulo de risque importante aussi. Il y a une fille ici qui a eu des enfants comme résultat de un abus sexuel.
Et dans ce groupe-là, il y a une fille qui a tué une autre personne. C'est ça. Juste pour regarder les comportements divergents de façon générale, on regarde ici que, par exemple, quand on regarde les groupes 1, 2, 4, on va voir une augmentation de comportements divergents. Et si on regarde les groupes 4, c'est seulement 2% de l'échantillon qui a fait 1800 quelque chose, comportements divergents. C'est un nombre petit de filles qui font plusieurs comportements divergents. Ça va être la même chose pour les comportements délictueux. Alors, si le groupe 1 fait comme moins de 2% de conduite délictuelle, les deux moins de 10%, le groupe 3 presque 60%, le groupe 4 33%, mais il faut faire attention que le groupe 4 est composé de seulement 25 personnes, 25 filles. Alors, pour regarder la relation de comportement divergent et l'utilisation de drogue, on va voir de P1 à P4 une augmentation des implications avec quelques comportements et aussi avec l'utilisation de drogue. Je mets cette division au milieu des groupes. Alors, 1 et 2 d'une façon et les 3 et les 4 d'autre, parce qu'il y a une différence statistiquement significative, une autre différence de l'implication avec le comportement criminel et aussi l'utilisation de drogue. Par exemple, si on regarde le groupe 1 a dit que les 2% du groupe 1 utilisaient la bière. Après la bière, le groupe 2, 68%, le groupe 3, 90%, le groupe 4, 80%. Alors, c'est une augmentation significative. Et qu'est-ce que c'est plus important ici de voir, c'est l'utilisation de cannabis, parce qu'au Brésil, la cannabis, elle est interdite. Alors, c'est un comportement interdit. Et d'autres drogues légales aussi. Dans les groupes 3 et le groupe 4, il y a une différenciation significative pour ces drogues-là qui sont, si on pourrait dire, sont plus difficiles de chercher, d'utiliser, sont plus illégales. Alors, si on regarde, par exemple, impliqué dans le combat physique, on va aussi voir une augmentation de comportement. S'impliquer dans le combat physique dehors, la famille aussi, la même chose. Conduire une voiture sans permis aussi, une augmentation, ça va être la même chose pour les comportements criminels. Et on peut voir ici, on a des boules pour les méfaits publics. Ici, la boule augmente un peu les méfaits publics, de groupe 2 pour 3. Et le groupe 4, une augmentation aussi de la grandeur de la bulle, mais il y a une différenciation, il y a plusieurs comportements criminels. Alors, ça, c'est la différence. Le groupe 4, c'est plus précarisé peut-être et aussi plus engagé au comportement criminel et aussi avec beaucoup de conso. Maintenant, juste pour donner quelques pistes d'intervention, je pense que si on pourrait penser comme les 4 profils pouvaient guider la meilleure relation des interventions de dépendance, je pourrais dire que si on regarde que les filles qui ont plusieurs consommations et aussi plusieurs comportements, une augmentation d'engagement criminel, on peut voir que la vie de cette fille-là est marquée por plusieurs facteurs de risque. Alors, si on va faire intervention dans ces facteurs, on va voir peut-être une intervention mieux. Alors, si on pourrait penser une façon de faire la dépistage par rapport au type de besoins que cette adolescente de chaque profil a, on pourrait calibrer, peut-être faire une différenciation des interventions pour 4 profils. On pourrait peut-être dépenser moins de temps pour les fils de profil 1 ou 2 s'il y a quelques problèmes, parce qu'elles ne sont pas engagées au comportement criminel, elles n'ont pas beaucoup de problèmes avec les consommations. Et on va dépenser plusieurs des ressources dans les groupes 3 et 4, par exemple. De façon générale, je pourrais dire que l'intervention... Alors, il faut voir cette différence d'intensité de l'intervention. Plusieurs jours pour le groupe 4 et 3, moins
de rencontres, de sessions, d'intervention pour les groupes 1-2. La littérature montre, et aussi l'expérience clinique, axée sur les processus, assez sur la personne et dans la relation intervenante-fille, regardant l'alliance thérapeutique comme une psychothérapie, de toute façon. On va voir plusieurs résultats, de bons résultats, surtout au long cours. Les interventions qui sont sensibles aux nuances de genre, sensibles às expériences de trauma, de maltraitance, et avec un focus par rapport ao contexte, pas exactement les contenus des interventions, et aussi avec une préoccupation de construire la sécurité, parce que tous les problèmes de ces filles-là sont liés au sentiment d'attachement avec les autres, la relation d'intimité. Alors, c'est une question importante. Alors, on pourrait dire, par exemple, qu'il y a beaucoup de données qui montrent que la thérapie narrative, qui va faire la ressignification de la trajectoire de maltraitance, par exemple, parce que la maltraitance, on ne peut pas changer, on peut peut-être changer le comportement délictuel, mais l'expérience passée, on ne peut pas changer. Alors, une restructuration de tout ça, on pourrait aussi penser la thérapie cognitive, la restructuration cognitive, de toute façon, des interventions plus systématiques et peut-être ces 3 vagues des interventions de thérapie cognitive centrées sur les émotions, comme Leslie Greenberg ici au Canada a montré. Et aussi des interactions avec les interventions en santé mentale. Il faut regarder ça parce que ici, dans l'échantillon, on n'a pas utilisé un questionnaire pour savoir comment ça passait la santé mentale, mais avec l'expérience clinique d'intervention comme superviseur et aussi dans la littérature, je peux dire qu'il y a uma proportion un peu plus augmentée chez les filles, chez les femmes adultes de façon générale. Aussi, il y a un problème de santé mentale. Alors, si on ne regarde pas ce type de problématique-là, on ne va pas peut-être réussir avec les enjeux liés à dépendance. Et aussi, je pourrais dire que les désistements du crime, si on utilise les définitions de désistement primaire, secondaire et tertiaire, les secondaires et tertiaires, par exemple, on va voir qu'il faut faire un changement identitaire et aussi de reconnaissance des autres. Et ça, ces variables-là sont attachées, sont proches de ce besoin spécifique du genre féminin d'avoir une relation sécure, qu'elle peut parler, qu'elle va se sentir mieux, qu'elle a un attachement important. On sait par rapport, en utilisant la littérature, que les désistements du crime est hautement lié avec la diminution de la consommation aussi. C'est ça, je vais juste... Ah, ok. Il y a une autre stratégie, la consommation comme stratégie pour gérer la tension de vie. Si on regarde la façon de consommation, une consommation pour gérer des tensions, d'automédication, si on utilise cette idée-là de tension de Agnew, on va voir que peut-être des interventions qui vont développer des habiletés sociales, des habiletés de vie, aussi des interventions ici au Québec de psychoéducation pourraient améliorer, pourraient construire une autre façon de gérer la tension de vie que la consommation. C'est une caractéristique importante. Et aussi l'attention aux aspects comme la monoparentalité, les filles qui vont avoir des filles, mais elles vont être chargées de tout ça toute seule. Les risques d'être dans une relation violente parce qu'elle est déjà habituée avec la maltraitance. La maltraitance, c'est une façon de vivre pour elle naturelle. Alors, c'est une autre chose importante. Et aussi faire attention par rapport à la transmission transgénérationnelle des styles parentaux. Parce que si elle a déjà passé des problèmes dans la vie, elle va passer ça aux filles. Alors, des interventions qui vont accepter la fille avec, ou la femme avec les enfants aussi, des interventions en couple. Alors, sont des pistes d'intervention que je peux donner aujourd'hui. Alors, je suis ici alors pour faire un postdoctorat, comme Karine a dit au début.
et avec toute cette expérience-là que je viens de présenter, le prochain pas de ma carrière, c'était d'étudier la trajectoire d'accès aux services indépendants chez les femmes vivant en situation de précarité sociale, qui présentent la consommation de substances et aussi rapportent les expériences de conduite délictuelle. Ça va être une recherche à venir. Ici à l'Université de Sherbrooke, avec le fonds de recherche de l'Institut universitaire sur la dépendance et l'AGID. C'est ça, je crois que j'ai fini. Maintenant, on pourrait laisser le moment pour les questions. OK. Hop, alors, merci beaucoup, Philippe. Je pense que je peux pas allumer ma caméra, mais ça va. On m'entend, je crois. Tu m'entends, Philippe? Oui. OK. Oui. Alors, mais merci beaucoup pour ce projet. C'est très intéressant. Peut-être il me vient des questions et des commentaires, mais peut-être juste avant, je préférais voir un petit peu s'il y a des questions auprès de l'auditoire. On peut autoriser votre micro, vous pouvez utiliser le chat. Alors, la parole est d'abord à vous. S'il y a des commentaires ou des questions pour Philippe. Peut-être pendant que les gens se décident. Moi, j'avais une question peut-être en lien avec la question des profils types, puis l'âge aussi qui sont associés aux différents profils types. Je remarquais je me demandais l'influence que ça pouvait avoir dans la définition des profils, la question de la consommation d'alcool. Comme c'est des pourcentages très élevés à l'adolescence qui vont tenter expérimenter l'alcool, on peut le voir aussi comme une expérience de développement un peu normale où on explore à l'adolescence. Puis c'est ça, je me demandais si le deuxième groupe, en fait, est-ce que c'est un groupe qui est à risque ou parce que je reconnaissais un peu des éléments de développement normal, c'est-à-dire qu'il était plus âgé. Est-ce que c'est simplement, je me demandais à quel point il était qualitativement différent. Je voulais avoir un peu ton opinion au sens où ils sont un peu plus âgés, donc certains ont tenté le cannabis, mais ça restait assez faible comme proportion. Donc, je me disais, est-ce qu'on est dans une phase exploratoire typique d'un adolescent qui avance en âge, d'une adolescente ici qui avance en âge, ou dans quelle mesure c'était plutôt un profil à risque pour lequel il fallait avoir une attention particulière en termes de prévention de la délinquance? Peut-être juste un certain commentaire. Je trouvais que j'étais quand même surprise un petit peu de le voir dans la catégorie de délinquance parce que je le voyais comme un développement peut-être normal d'une famille qui était plus âgée. Voilà. Oui, mais je crois que c'est ça, parce que si on regarde la littérature de Terry Moff, ici de Marc Leblanc, on va voir qu'on considère cette exploration de comportements divergents, pas exactement criminels, ça, on attend de l'adolescence. C'est pour ça que j'ai donné le nom de comportement qui va être limité à l'adolescence. Ça va être, elles ont des comportements criminels, délictueux, infractionnels, mais ils sont limités à l'adolescence. Il n'y a pas une répercussion peut-être dans l'identité de cette fille-là. Elle ne va pas se voir comme une personne criminelle et elle ne va pas développer ou faire une escalation de comportement comme ça. Je crois que peut-être parce que s'agit d'un échantillon brésilien et ce groupe-là était beaucoup composé de filles qui sont placées dans l'école publique. Et j'ai fait un papier en faisant la différenciation de maltraitance dans l'école publique et privée. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder qu'il y a une différence de façon. Les pères vont éduquer la fille comme utilisant la violence. Alors, c'est pour ça que je crois que c'est un groupe plus, qu'il y a un risque, il y a peut-être, ce groupe-là pourrait se bénéficier de quelques interventions psychosociales, des interventions communautaires, peut-être aussi de prévention de criminalité, mais pas exactement par rapport à la consommation. C'est ça. Merci beaucoup, Philippe. Est-ce qu'il y aurait des questions? Vous pouvez lever la main en bas aussi. Vous avez mais je vois ici qu'il y a une question, puis vous n'hésitez pas non plus à lever la main, on peut vous donner la parole. Donc, il y a Anna-Cécilia. Elle mentionne l'échantillon de Philippe est quand même grand pour un doctorat. Elle aimerait avoir un peu plus d'informations sur les stratégies de recrutement utilisées, étant donné l'ampleur de l'échantillon, puis que c'était dans le cadre d'une étude doctorale.
Oui, oui. Je crois que c'était les premières études avec cette grandeur d'échantillon dans les groupes que j'ai participé au Brésil. Par rapport aux stratégies, qu'est-ce que je pourrais dire? J'avais des psychologues qui travaillaient avec moi em chaque ville que j'ai fait la collecte de données. J'ai fait une formation avec ces psychologues-là par rapport à l'utilisation des outils. Ça m'a beaucoup aidé. Et aussi, on a fait comme des collectes de données, un groupe de 8-10 personnes, parce que j'ai fait la collecte de données dans l'école. Alors, c'est très intéressant. Je sais qu'on perd un peu, comme une mortalité d'échantillons, parce qu'au début, c'était comme presque 2000 personnes et quand on fait les interviews pas individuellement, on perd un peu, mais c'était une façon d'avoir un peu plus de personnes dans l'échantillon pour faire une analyse des clusters un peu plus forte, je crois. Des stratégies, je ne sais pas. La formation, avoir une équipe avec moi, j'ai passé peut-être 13 ou 14 mois de doctorat au terrain. J'avais une bonne supervision pour donner des supports des choses comme faire l'impression de tout ça. Parce qu'au Brésil, des fois, on n'a pas de subvention pour faire le doctorat. C'est pour ça que je dis ça. C'est ça. Donc, quand même une longue durée de recrutement pour y arriver Oui, aussi. exactement. Oui, oui. Ouais. C'était un doctorat de 4 ans et 2 mois, je crois. C'était le temps. Parce que je voudrais un échantillon grand. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle virtuelle? J'ai peut-être une question sur le contexte au Brésil puis n'hésitez pas à utiliser encore là, lever la main ou le chat. La question du trafic de drogue, c'est un type de délit qui est sorti dans le groupe le plus intensif, là, le 4e groupe, si j'ai bien vu le résultat. Puis ça allait avec vraiment une situation plus complexe, avec beaucoup de facteurs de risque, puis une grande diversité de crimes, si on veut. Ça, j'étais un peu surprise, puis je me demandais, je ne sais pas si on retrouverait les mêmes résultats au Québec ou pas. Il y a la question du trafic de drogue qui va parfois être utilisé pour, par exemple, subvenir à sa consommation personnelle. On a une thèse de doctorat au sein de la GID qui est par Sarah Perrin à l'Université de Bordeaux qui s'intéresse aux jeunes femmes insérées socialement et qui sont impliquées dans le trafic de drogue, mais tout en conservant leur emploi et en étant bien insérées socialement, alors que je voyais que c'était vraiment un profil de précarité qu'on arrivait avec la question du trafic de drogue. J'avais l'impression, sans être experte de la question, avoir regardé les études, qu'on a ce profil-là aussi au Québec de certaines jeunes femmes qui peuvent être impliquées dans le trafic de drogue sans nécessairement être dans une logique aussi multiple, problématique. Je me demandais, est-ce que ça pourrait être lié au contexte du Brésil? Est-ce que c'était une surprise? Est-ce que c'était attendu? Parce que je ne le voyais pas comme un marqueur d'intensité nécessairement à ce point, du moins. J'aimerais peut-être juste voir ton point de vue par rapport à ça. Mm-hmm. Oui, je crois que j'attendais ce résultat-là. Je ne savais pas s'il était passé dans le groupe 3, 4. Je ne savais pas s'il y aura 5 ou 6 groupes. On a essayé 3, 4, 5. Mais après 2016, au Brésil, a commencé une guerre contre la drogue, une augmentation de regard de la population par rapport à l'utilisation de drogue, le trafic. Et tout ça a changé la façon de criminaliser ce comportement-là. Je crois que ça, c'est une donnée historique. Et une autre chose parce que j'ai quelques données qualitatives avec cette fille-là de mes échantillons, pas exactement dans la thèse, parce que j'ai fait quelques groupes focal informels. E ele me dizia, par exemple, que des fois, la fille, les gars qui sont adolescentes, ils sont utilisés pour vendre la drogue parce que les boss de le trafic, un adulte, savent qu'ils ne vont pas être impliqués dans une mesure plus serrée comme
l'emprisonnement des adultes. Alors, ils sont utilisés pas comme moule, mais comme une façon de gérer tout ça sans implication. Euh, c'est ça que j'attendais. Oui, mas pour la réalité brésilienne, je trouve ces données-là très représentatives. Assim, ce n'est pas une surprise pour moi. Ouais. Puis c'est vrai que c'est des adolescentes, alors que là, lorsque je parle des jeunes femmes insérées socialement pour un autre projet doctoral, on parle de jeunes adultes. Donc, c'est quand même un échantillon aussi de plus jeunes, d'adolescentes. Donc, on parle quand même d'une initiation précoce au trafic de drogue dans ce cas-ci. Ça oui. pourrait être un élément aussi qui explique cette situation-là. Oui, oui. Et aussi parce que il y a des fois le partenaire amoureux, il est dans la prison et elle va commencer à gérer tout le trafic dans la région qu'elle habite. Et et j'écoutais aussi qu'il y a eu des familles de trafiquantes aussi dans l'échantillon. Je ne me rappelle pas la représentativité, mais c'était les choses que j'écoutais. Merci. On a une question de Myriam Beaulieu qui te remercie de la présentation qu'elle trouve intéressante. Donc, elle demande quel est le rôle du genre dans le processus de désistement des jeunes filles que tu as rencontrées? Comment est-ce que le genre a pu donc influencer le processus de désistement? Est-ce que tu aurais des éléments d'observation? Ça peut être soit dans cette étude-là ou dans tes observations cliniques. Je sais que tu avais une pratique clinique au Brésil aussi. Tu aurais des éléments? Oui. Je crois que c'est, avant de penser dans le désistement, on peut voir dans l'échantillon et aussi dans la revue de littérature qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui sont impliquées de façon persistente au comportement délictuel, mais quand elles s'impliquent beaucoup et elles s'impliquent pour plusieurs années. C'est pour ça que je voulais regarder un peu avoir contact avec un échantillon de jeunes adultes parce que je sais qu'il y a un début tardif, mais quand ça va commencer, va durer plusieurs années. Alors, je crois que si on regarde par rapport aux gens, les interventions vont profiter plus de... Je crois qu'elles sont plus liées aux autres, les relais des mères, des choses comme ça. Alors, c'est une ressource. Il y a un problème, mais c'est en même temps une ressource pour faire les changements les significations que la femme donne pour les comportements. Et ça pourrait être travailler avec tout ça, mais qu'est-ce que tu veux de ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire? Je crois qu'il y a une ressource émotionnelle, je crois. C'est ça que je voulais dire. Significatif pour le changement, mais le travail est difficile. Je me rappelle une fois que au doctorat, j'étais dans une formation d'un intervenant ici de Québec qui était là-bas à São Paulo. Il a dit qu'une femme au centre de jeunesse, par exemple, elle donne plus de travail que 10 garçons. Alors, c'est un défi de travailler avec tout ça. Merci beaucoup, Philippe. On aurait le temps pour peut-être une dernière question. Je pense que ça conclut. En tout cas, il y a plusieurs pistes aussi intéressantes d'intervention que tu as abordées. Puis en lien aussi avec la question du trauma, peut-être si je me permets une dernière question, ce que je note, et j'imagine que c'est sur le plan de la littérature, parce qu'on a ces approches qui sont sensibles au genre dans le domaine des dépendances. Souvent, on va parler des trauma-informed approach, par exemple, le fait d'être sensible au trauma. J'étais moins au courant de la littérature sur ce plan-là en termes de criminalité chez les femmes. Est-ce que je comprends que la question des traumas est vraiment plus marquée du côté des filles? Est-ce que les jeunes hommes, par exemple, qui sont impliqués dans la criminalité, ont aussi tendance à être plus victimes de différents types d'abus ou c'est un facteur qui joue moins? Je voulais peut-être juste préciser, est-ce que c'est vraiment caractéristique aussi des femmes au regard de la criminalité et que c'est une dimension qu'on retrouve moins chez les jeunes hommes? Oui, je crois que c'est toute une façon de comprendre ça, parce qu'il y a des auteurs qui vont, des chercheurs qui vont critiquer la méthodologie pour faire la recherche par rapport à ça, parce que oui, il y a une expression plus significative de maltraitance dans l'échantillon des femmes, des filles,
oui, il est lié, cette expérience est extrêmement proche, c'est lié au comportement criminel. Mais on pourrait penser s'il y a une autre façon de penser la méthodologie pour voir si les hommes, si les gars, si les filles, les hommes sont aussi impliqués dans ce type de choses, parce que parler de trauma, de négligence, des abus, est aussi un relais des gens. C'est plus facile pour les femmes de parler avec un intervenant, avec un chercheur, une chercheuse. Mais oui, pour le processus cognitif, émotionnel des filles, je crois que on écoute tout le temps ça. J'ai commencé à faire des choses criminelles parce que je voulais avoir au moins un moment pour voir dans mes mains, pour me sentir un peu plus femme, pour sentir que je pourrais acheter les choses. Alors, c'est toujours lié aux expériences de maltraitance, aussi de comment elle voit elle-même. Merci. C'est très, très intéressant. Alors, merci à l'ensemble des participants au webinaire aujourd'hui. Il sera, le diaporama puis le webinaire en lui-même sera disponible sur notre chaîne YouTube de l'Institut universitaire sur les dépendances sous peu. Et puis, merci Philippe pour ce webinaire. Vous aurez l'occasion pour la prochaine année. Il est parmi nous dans le cadre de son post-doctorat, donc vous pouvez le contacter également par courriel. On mettra le courriel sur ton diaporama qui sera rendu disponible. Puis voilà, un grand merci Philippe, bonne poursuite dans ton projet post-doctorat. Puis bon après-midi à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.